Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 122. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Philippe Mayer. Philippe est un véritable polymathe, étant sociologue, écrivain de multiples livres, maîtres auxquels les plus prestigieuses, acteur, chanteur et journaliste primé. Il est également hôte de mon podcast préféré en français, Le Nouvel Esprit Public, qu'il anime depuis 2017. Dans cet entretien avec Philippe, nous parlons de son parcours remarquable, de ses premières expériences fondatrices au Québec, son pivot de la sociologie au journalisme en 1977. Avec son prisme particulier et après 200 émissions de Nouvel Esprit Public, nous discutons de la démocratie, du rôle des médias, l'art de la conversation et son expérience riche avec son show. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Philippe Mayer. Philippe Mayer, depuis tant d'années que je vous écoute dans mes oreilles, vous avez une belle voix, vous animez un podcast que j'écoute, mais vraiment fidèlement, Le Nouvel Esprit Public. Vous avez surtout l'art de créer une ambiance et une conversation. Et avec un parcours qui est lumineux, vous étiez sociologue, journaliste, acteur, chanteur, vous êtes et auteur, thespien, et quelqu'un qui m'inspire. Donc, dans vos propres mots, comment est-ce que vous souhaiteriez vous présenter, Philippe? La vérité, c'est que j'ai en effet fait ces activités dont vous venez de parler, mais ça n'était jamais prémédité. J'avais prémédité de passer l'agrégation de droit public parce que j'étais très impressionné par un de mes cousins qui était plus âgé, qui avait lui passé très jeune l'agrégation de droit privé, une chose qui m'ennuie au dernier degré, mais par les hasards de l'administration, qui m'a interdit de continuer à étudier à Paris parce que mes parents étaient domiciliés dans la Seine-et-Oise, aujourd'hui les Yvelines, et que donc je devais aller à Nanterre. Je me suis retrouvé à Nanterre dans les années qui ont précédé et connu mai 68. Et là, j'ai fait mon droit. Je me suis inscrit en droit à Nanterre, mais comme ça m'ennuyait un peu toute la partie droit privé, je me suis inscrit en sociologie. Et puis, c'était 66, 67, 67, 68, etc. Du coup, je me suis trouvé comment dirais-je, après mai 68, que j'avais fait, comme on dit aujourd'hui, avec Paul Ricoeur, c'est-à-dire avec un parti de réformiste qui n'a pas beaucoup marqué l'événement, comme vous le savez. J'étais tellement fatigué que je voulais changer d'air et je suis parti, j'ai profité d'une bourse pour aller au Québec. Et là, j'ai vu un pays dont je me demande s'il n'avait pas été créé exprès pour un étudiant en sociologie. C'est-à-dire que les changements y étaient extraordinaires. C'était des changements géologiques, pas des changements politiques, syndicaux, culturels. C'était des changements géologiques. Tout ce qui avait fait le fondement de ce pays, c'est-à-dire l'Église en réalité, qui pour le meilleur, la protection de la langue et de la culture, et pour le pire, c'est-à-dire le contrôle social et le contrôle des individus, toute cette Église qui avait fait le pays pendant 200 ans, tout ça était en train de s'effondrer complètement, et des tas de nouvelles choses naissaient, dont une forme de travail social, puisque moi, si j'avais pu aller au Québec, c'est parce que j'étais, pour gagner ma vie, éducateur de délinquants, de jeunes délinquants. Et donc, j'étais parti, ma bourse était pour aller voir comment les Québécois se débrouillaient avec ces problèmes-là. Et là, j'ai rencontré un truc qui s'appelait en français l'animation sociale, mais qui ne traduit pas du tout ce que le social animation voulait dire en anglais, qui était quelque chose d'inventé par un sociologue de Chicago, Saul Alinsky, qui a été un modèle pour Barack Obama et pour l'organisation de sa campagne, et sur qui Hillary Clinton a fait sa thèse, figurez-vous. Donc, et j'ai donc découvert une forme de travail social qui, au lieu d'être paternaliste, s'appliquait à mobiliser les énergies des gens qui
qui étaient dans des situations matérielles et morales difficiles. Ça m'a passionné, j'ai écrit là-dessus. Du coup, je suis tombé dans la sociologie. J'ai été embauché par un psychiatre pour essayer d'apporter un regard sociologique sur les pratiques de son institution. Et puis, j'ai créé mon propre labo de recherche. Et puis, je me suis, comme ça m'arrive quelquefois, je me suis fait, non pas licencié parce que j'étais mon propre employeur, mais je me suis fait couper les vivres par la ministre de la Recherche de M. Giscard d'Estaing, Madame Sonier Saïté, parce qu'elle était en train d'organiser une réforme de la recherche qui me déplaisait beaucoup par sa fonctionnalisation. Et puis donc, comme ça, je suis devenu journaliste, et puis je me suis trouvé à la radio, et puis j'ai fait de la télévision, et puis je suis monté sur scène parce que quelqu'un m'en a proposé l'idée. Mais disons que, honnêtement, je suis un dilettante. Je sais que c'est souvent un mot qu'on emploie pour se vanter, mais je suis un dilettante qui a eu la chance de vivre à une époque où des tas de portes s'ouvraient tout le temps. De temps en temps, je regarde mes jeunes camarades de 20 ans ou mes étudiants, puisque j'ai enseigné pendant 40 ans pratiquement, même un peu plus, et je Beaucoup me à dis, Sciences Po. bon, à Sciences Po, et j'ai terminé à l'école des mines, ce qui est une gloire formidable pour quelqu'un qui C'est a eu vrai. maths au bac, mais j'ai enseigné essentiellement à Sciences Po, oui. Et je les regarde et je me dis, bon, un chien, là j'ai un stagiaire, un assistant qui a 21 ans et qui est en deuxième année de Sciences Po, qui est un garçon doué, solide, qui travaille, et je me dis, bon, ben, lui, il va falloir qu'il se batte bien plus que moi. Quoi. Moi, je n'ai eu, moi et tous mes congénères, nous n'avons eu qu'à nous baisser pour trouver du travail. Eux, il va falloir. Et puis, c'était, je ne sais pas, je trouve la manière dont on se comporte avec les gens qui entrent sur le marché du travail, l'autoritarisme, la manière dont on essaye de les, comment dire, de les pressurer, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais enfin voilà, pour revenir à mon portrait, je ne peux pas dire, on n'est plus obligé de mettre une profession sur les passeports, donc ça m'évite d'avoir à me définir, et puis dilettante, ça passerait pas bien, les douaniers seraient probablement, deviendraient suspicieux. Mais c'est génial. Je parle souvent de profil. Il y a le profil T. Et le profil T, c'est que j'ai un bras, une branche du T qui est solide, qui est une seule branche. Donc ça, c'est mon expertise. Après, il y a le Pi qui a deux branches. Il y a la table au-dessus, il y a deux branches. Donc j'ai deux expertises. Ça, à la limite, c'est une concoction. Et puis, il y a le peigne, ou la peigne, mon français n'est pas toujours au point, mais une Ouais. peigne qui a beaucoup de petites dents. Et ça me convient pour moi, et ce serait peut-être une autre manière de décrire le dilettant, qui a beaucoup d'expérience, et que ça, en fait, notre point de vue et votre filtre est forcément lié à cet assemblage qui est unique, qui est peut-être pas profond, enfin, quoique, mais qui n'a pas la profondeur d'une seule expertise, mais qui est cet assemblage joli d'expériences, de pays, de langues, de métiers. Oui, en fait, je pense qu'il y a un fil quand même, il y a un fil commun. J'imagine pour moi que c'est le goût de la transmission, le côté vieux prof, enfin, ou le côté prof. Mais peut-être je me trompe, mais c'est vrai que quand j'écris, oui, c'est pour raconter ce que j'ai vu en faisant non plus de la sociologie, mais en faisant une espèce de journalisme au long cours. Je pense que c'est ça. S'il y a un fil directeur, ça doit être ça, mais pas seulement. En même temps, c'est l'idée aussi, c'est de, comment dire, si vous voulez, le travail, ça allège votre propre vie, quoi. Ça vous donne l'impression de quelque chose, vous faites quelque chose d'important, d'utile, etc. Et ben voilà, je pense que c'est aussi tout ce qui peut tourner autour de la distance, l'humour, la chanson. La chanson, c'était voilà, c'est une des choses à laquelle je me suis employé quand j'étais à la radio publique, était de faire connaître, apprécier, aimer, goûter le répertoire de la chanson, le répertoire, quoi. C'est vraiment de toutes les époques, l'époque contemporaine, et puis en remontant jusqu'à l'époque de mon arrière-grand-mère, enfin, en remontant à l'époque où on a commencé à enregistrer des chansons, parce que dans ma vie, la chanson a joué un rôle considérable, et je trouve très dommage qu'on
prive les générations qui arrivent de ce répertoire, non pas pour qu'elles le fassent, qu'elles se mettent à aimer la même chose que nous, parce que j'aime pas la même chose que mes parents, qui n'aimaient pas la même chose que les leurs, etc., etc. En Exact. partie oui d'ailleurs, et en partie non. Voilà. Donc, ce qui est curieux, c'est que j'ai un goût vraiment très très fort pour la chanson et je n'en ai jamais écrit une. Tout le monde croit que j'ai écrit Ah, des chansons que j'ai mis dans un tiroir. J'ai même jamais essayé, j'ai jamais eu l'idée. C'était ben, voilà. Mais enfin, c'est jamais trop tard, Philippe. Moi, j'en non, ai mais je écrit pense que 19 chansons. le répertoire de la chanson peut très bien survivre sans ma contribution. Alors, j'ai juste un petit aparté personnel, c'est que la chanson Fredo que vous avez Oui. enregistrée il y a 20 ans à peu près, j'ai un très très bon ami Fredo et je l'ai renvoyé à lui. Ah, Il a été très touché. Donc la chanson, évidemment, ça bouge les gens. J'ai envie de dire, dans la transmission, il y a de l'émotion qui passe à travers la musique, ouais. à travers l'humour. Mais quand vous avez fait votre travail avec les délinquants, ça me fait penser à, enfin, quelle est la clé de la transformation? Vous voulez transmettre, mais j'imagine, en tant que sociologue, vous étiez en train de regarder comment un délinquant se réinsère, se revient dans une vie, entre guillemets, normale. Oui et non. En fait, le je pense que le travail de prévention de la délinquance juvénile à laquelle j'ai participé était inspiré de l'idée de ne pas enfermer les gens dans une étiquette, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit autre chose. Donc de leur ouvrir des portes, de leur donner des possibilités. Alors c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, c'était facile de trouver du travail, donc s'ils voulaient s'insérer dans la société, ils n'avaient qu'à se baisser pour trouver du boulot, même s'ils n'avaient pas de formation. Mais je dirais que mon goût comme sociologue et comme historien, puisque j'ai fait ma thèse avec beaucoup d'histoire sociale, me porte à essayer d'aller voir les choses et de les raconter euh, parce que c'est la condition nécessaire pour qu'elles puissent être transformées. Je suis très frappé de ce que, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, quand s'est passé en France cette grande transformation, la première révolution industrielle, il y avait une quantité considérable de bouleversements et donc de problèmes qui allaient avec le déplacement des populations, leur logement, leur santé, le travail des femmes, le travail des enfants, l'alcoolisme, le repos, la médecine, etc. Et tous ces problèmes ont été étudiés par des sociétés savantes, philanthropiques, qui ont fait des monographies sur le travail des enfants dans les mines, sur l'accouchement dans telle ou telle nouvelle cité ouvrière, etc. Et à partir de tout ce travail de collecte d'informations, des théoriciens ont construit des réponses à cette question sociale qui était la question du 19e siècle. Marx, d'un côté, l'Église de l'autre, par exemple, ont élaboré leur doctrine à partir de ces mêmes collectes d'informations qui avaient été euh, rassemblées par le docteur Villermé sous l'autorité de l'Académie des sciences morales et politiques. Et ça m'a toujours frappé. C'est la connaissance du terrain qui permet ensuite d'élaborer des doctrines, et c'est pas le contraire. Voilà, donc moi j'ai participé très volontiers à cette entreprise-là qui est de connaître un peu mieux certains terrains, donc en l'occurrence, oui, la délinquance, mais aussi d'autres sujets auxquels je m'étais intéressé quand je faisais le sociologue, comme disent les Italiens. J'aime beaucoup cette formule italienne où on ne dit pas je suis avocat, on dit je fais l'avocat, mais faccio l'avvocato. Ben voilà, moi, non faccio le sociologue. Ben, Voilà. c'est intéressant l'histoire de faire et d'aller sur le terrain, être dans le réel. Et pour avoir vécu 4 ans également au Québec, je sais combien être sur le terrain et dans la terre est aussi propice là-bas. Philippe, dans votre parcours, vous avez donc fait depuis les années 70 beaucoup de journalisme dans plein d'endroits. Et ensuite, ce qui m'a attiré vers vous, et comment je suis tombé sur vous, c'est votre podcast. Et je voulais savoir comment vous êtes arrivé à ce canal, parce que vous goûtez à beaucoup, vous avez fait plein d'autres médias dans la transmission. Le podcast, c'est arrivé comment pour vous?
Écoutez, ça encore, c'est arrivé comme le reste, c'est-à-dire sans que je le veuille, ni que je le prévoie. J'ai dû quitter la radio de service public en étant dans un très, très aigu désaccord avec ces nouveaux dirigeants. Euh, bon, ben voilà, je m'en allais. À l'époque, je faisais 2 émissions, une émission sur la chanson et une émission d'analyse politique d'un sujet national et d'un sujet international chaque semaine. Ces 2 émissions avaient eu la chance de rencontrer un public qui était très heureux et bon, et finalement, elles s'arrêtent. Et moi, j'ai d'autres projets. Je dis, bon, ben voilà, ça s'arrête. J'ai été 35 ans à la radio, je veux faire autre chose. Et autre chose, pour moi, ça voulait dire voyager. Parce qu'à un moment de ma vie, quand je faisais de la recherche, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de me faire des amis dans pas mal d'endroits du monde. Mais la radio m'a empêché de refaire des voyages au long cours. Je pouvais faire des... Tu vois, la dernière fois que je suis allé au Japon, j'y allé 4 jours. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est mieux que pas. Mais C'est loin pour 4 jours. c'est loin pour 4 jours. Et donc là, je voulais retrouver les voyages dans lesquels presque à la limite, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Et voilà, je me préparais à ça. Et puis, les auditeurs de l'émission qui avait été supprimée à Radio France m'ont bombardé de courriels, de messages, disant mais vous ne pouvez pas arrêter, débrouillez-vous, vous n'avez qu'à passer sur Internet, nous on s'en fiche que ce soit par voie hertzienne ou par Internet, on vous écoutera, ça fait partie de des choses qui comptent pour nous. Donc bon, j'ai été un peu impressionné par ça, j'ai réuni l'équipe avec qui je faisais cette émission à Radio France et je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait. Et ils m'ont dit mais on continue. Ah bon, et on continue, moi je ne savais même pas comment ça se passait. Donc j'ai lancé une espèce d'appel autour de moi en disant tu connais des gens qui font du podcast et on m'a donné l'adresse d'un type qui m'a dit non moi je ne peux pas faire ça mais je vais vous envoyer à quelqu'un qui produit des podcasts et je suis allé voir Julien Deville, un garçon qui à l'époque devait avoir 26 ans, qui m'a vu arriver avec une émission qui n'était pas du tout ce qu'il faisait lui dans les podcasts. Mais qui a eu l'idée que ça valait la peine d'essayer. Et il a essayé, donc c'est lui qui s'est occupé de la partie matérielle, ça va faire en sorte que la semaine d'après, on se retrouve proposé au... Et puis là, bon, après, il y a le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille fait qu'on est passé de, je crois, 31 000 auditeurs par mois à 300 000 par mois. Donc, ça fait une multiplication par 10 en 4 ans. Ce n'est pas l'essentiel. Bien sûr, tout le monde est content d'avoir davantage d'auditeurs. Mais ce qui compte, c'est que le lien avec les auditeurs, cette camaraderie, cette complicité, cette espèce de respect mutuel, voilà, il était fort et il l'est un peu plus, je dirais, depuis qu'on est dans les podcasts, parce que les gens ont compris que c'était plus difficile à faire, en ce sens que matériellement, il faut en assumer toute la fabrication, alors qu'à la radio, vous arrivez, vous faites votre émission, vous partez, c'est pas vous qui vous occupez de la diffusion, etc. Donc voilà, le podcast m'est arrivé par hasard, et je dirais qu'il est arrivé au bon moment parce que moi, je quittais une radio dont je trouvais que l'évolution était malsaine. C'était une évolution conformiste, une évolution autoritaire et une évolution, je dirais, oui, enfin, qui relève de ces nouveaux académismes qui plombent le débat social. Et je me retrouve, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé l'émission d'analyse politique qui est maintenant en podcast, c'était à la demande du directeur de France Culture, qui voulait quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait en matière politique. Je lui ai proposé cette émission de conversation, cette espèce de salon à l'ancienne, euh, et il n'a pas du tout été convaincu. Et il m'a dit, mais tu veux vraiment faire ça? Et je lui ai dit oui. Et tu y crois? Ben oui. Bon, ben essaye. Ben, le service public, c'était ça, c'était essaye. L'émission a duré 20 ans à l'antenne et elle continue donc sur le podcast, comme vous savez. Donc, on vous donnait la possibilité de prendre un risque, on le prenait avec vous. Ça, aujourd'hui, la radio que j'ai quittée n'est absolument plus capable de le faire. Et je suis très heureux d'avoir, à l'inverse, d'être arrivé dans un univers, l'univers du podcast, où, ben, ouais, essaye. Et on essaye.
avec une certaine liberté. Avec une Il y avait, liberté complète, absolument, avec une liberté que nous sommes les seuls à pouvoir limiter. Enfin, l'autre liberté, c'est celle de nos auditeurs qui, s'ils trouvent qu'on est complètement délirant, ne nous écouteront plus. Mais il se trouve que c'est pas ça qui se passe. Et donc, voilà, donc on est vraiment dans un... Si vous voulez, je me fiche complètement, alors c'est dû aussi à l'âge, hein, il faut bien dire que c'est un avantage. Je veux dire que matériellement, je suis à l'abri du besoin. Si demain matin, mon podcast s'arrête, mes revenus n'en souffriront pas. Euh, donc, mais je me contrefiche des réseaux sociaux. Je me contrefiche des réseaux sociaux, je me contrefiche de toute cette, tout ce néocléricalisme qui, en France et dans beaucoup de pays, maintenant, s'est mis à plomber le débat public. eh bien, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans votre podcast. Et pourtant, il y a toujours un modèle économique qui doit suivre. Et quand je regarde, moi, les médias, je me dis qu'en effet, c'est ce que vous décrivez de la maison où vous étiez avant, cette espèce L'autoritarisme. Ouais, d'autoritarisme ouais. et le manque de débat plus riche, ce qui manque là-dedans chez eux, ça s'exprime aussi, je pense, dans beaucoup de médias et dans le besoin et d'avoir des médias où on a plus de liberté d'avoir des confrontations d'idées, un vrai débat, où on n'est pas en train de crier l'un sur l'autre. Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu l'aération? Parce que moi, certes, personnellement, moi, j'ai totalement ras-le-bol des émissions où on crie l'un sur l'autre, on ne s'écoute plus et on ne sait pas où on va. Enfin, il y a une seule voix qui est dictée. Il faut garder cette ligne et tout le reste, on n'en veut pas. Ben, il y a une espèce d'énervement général auquel beaucoup de médias contribuent, au lieu au contraire d'être, non pas, je ne leur demande pas d'être détranquillisants, ça serait absurde, mais je leur demande de nourrir le débat, afin que justement ce soit un débat en connaissance de cause. Et nous, notre idée depuis le départ, c'est en effet l'idée de la conversation, c'est-à-dire un art qui est cultivé en France depuis très longtemps, un art dans lequel il y a des règles qu'on respecte. La première étant de respecter son vis-à-vis. Euh, alors, il ne s'agit pas d'être dans un monde de bisounours. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Simplement, d'abord, on ne prend pas son opinion pour un jugement, encore moins pour une vérité. Et ensuite, on écoute les arguments de l'autre, on essaye d'y répondre. Bien sûr, on essaye de gagner, si je puis dire, de remporter l'adhésion du public ou de son contradicteur, mais on le fait en respectant des règles, la première étant le calme et la courtoisie. Évidemment, c'est sûr que ça n'est pas le modèle dans lequel les médias en ce moment se retrouvent. Du coup, d'ailleurs, nous, on devient une espèce d'oasis. Enfin, et beaucoup de gens viennent à nous parce qu'ils y trouvent la tranquillité et le respect. Bon. En même temps, je vois bien comment ces débats qui vous agacent et qui m'agacent aussi euh, ont fini par abîmer les mentalités. Je vais vous donner un exemple. J'ai croisé l'autre jour un de mes anciens étudiants qui a maintenant pas 40 ans à peu près, qui m'a dit: «Ah, je suis content de vous voir et vous savez, je vous écoutais, quand vous étiez à la radio publique, et je vous écoute maintenant, sur votre podcast que j'ai découvert il y a sous 7 mois. Heu, je dois dire que vous m'exaspérez. Ah, Vous m'exaspérez parce que vos invités sont tous de la même famille, du même avis, et puis je suis exaspéré, puis j'écoute jusqu'à la fin, et quand c'est fini, je trouve que c'est dommage que ça finisse. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que il est étonné que notre émission, notre enregistrement ne soit pas des lieux de confrontation. Mais c'est pas ça notre propos. Notre propos, c'est d'essayer de nous éclairer les uns les autres et d'éclairer notre auditoire par des réflexions fondées sur une bonne documentation, une bonne connaissance des choses.
Voilà, on continue à être cette oasis, je crois encore une fois, que beaucoup de gens. J'avais sorti ça tout à l'heure parce que c'était. Vous parliez du modèle économique, il est toujours très fragile, évidemment, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de ce machin, il ne va pas être loin. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un chèque de 500 euros, qui n'est pas comme Oh, n'importe quoi, et qui me dit voilà, ben, merci de m'aider à réfléchir. Enfin, voilà ce que me dit cette personne. wow. Bon, j'ai jeté quelque part là. J'ai Il sorti. faut pas, il faut pas le perdre. C'est matériel, Mais non, le voilà, mais chèque c'est trop grave. encore. J'ai bien peur. Alors, le chèque est parti. Vous avez, dès que je vois un chèque, je le mets à la banque, moi. Ah bah Je ne sais oui, bah c'est pas. normal. En France, le Mais chèque est encore bien oui, utilisé. c'est d'ailleurs étonnant, mais bon, c'est un archaïsme, un de nos nombreux archaïsmes, devrais-je C'est dire. juste. Et voilà. Donc, c'est ça qui, je crois, crée le lien durable, quoi. C'est bien plus durable que n'importe quelle opération de communication, que ce que n'importe quelle opération de communication pourrait nous rapporter. Le bouche à oreille qui nous fabrique des auditeurs, ça fabrique un lien substantiel. Oui. Et pour vraiment saisir enfin, votre histoire, Nouvel Esprit Public, il y a ce côté donner du sens avec un fondement de connaissances qui, au total, permet de couvrir ce qui se passe de divers points de vue, de divers filtres, peut-être pas en confrontation, en opposition totale, mais au total, qui essaie de donner du sens. Pensez-vous que quel est le rôle des médias aujourd'hui? Si on regarde le rôle des médias, que devrait-il avoir comme idée? C'est donner du sens? C'est trouver la vérité? Comment est-ce que vous décrirez la boussole que devraient avoir les médias aujourd'hui? Moi, je crois que ça a toujours été leur rôle. Je ne dis pas qu'il l'est toujours rempli, loin s'en faut, notamment en France, où les médias sont toujours beaucoup plus intéressés par le pouvoir, les appareils d'État, les riches et les puissants. Mais le rôle d'un média, c'est de vous raconter le monde, la société dans laquelle vous êtes, de le rendre intelligible, de manière que vous puissiez agir sur ce monde si vous voulez agir. Si le monde tel qu'il est vous convient, vous ne faites rien. Mais si le monde tel qu'il est ne vous convient pas en tout ou en partie, pour agir, il faut le connaître. Dire, c'est toutes les comparaisons le diraient facilement. Je dirais, un médecin a besoin de savoir, avant de décider d'un traitement, il a besoin d'avoir établi un diagnostic. Euh, c'est ce qu'on appelle dans le journalisme le reportage, qui devrait être la part la plus importante d'un journal, ce qui n'est pas le cas en France, loin s'en faut. La part la plus importante d'un journal en France, c'est ce qui ressemble à l'expression d'une opinion, d'un éditorial, etc. etc. Voilà, je pense que ça, c'est la base. Après, aujourd'hui, si vous voulez, pour comprendre la société, la connaître, il faut beaucoup plus chercher dans les livres que chercher dans les journaux. Par ailleurs, la fonction d'un journal, d'un média, ça a toujours été aussi de contribuer à la réflexion. Contribuer à la réflexion, ça veut dire d'abord faire les choses avec, j'allais dire modestie, enfin, en tout cas avec le sentiment que je disais tout à l'heure que ce ne sont que nos opinions. Je ne sais plus qui disait à quelqu'un d'autre, je ne suis pas du tout de votre avis, et l'autre lui répondait, je crois que c'est ce qu'il écrit, bon, nous ne sommes donc, c'est vrai, que par nos opinions. Et en effet, c'est pas bien grave. Surtout que quand même un homme un peu honnête, et quand je dis homme, je pense à un être humain, quand il se retourne sur son passé, il s'aperçoit quand même que ses opinions n'ont pas toujours été les mêmes, loin de là. Donc, c'est pas la peine de les sacraliser. Voilà, je pense que la contribution à la réflexion, à l'analyse, doit être d'abord paisible, documentée et se nourrir de la contradiction. Se nourrir de la contradiction. Ça devient plus rare dans une presse et dans des médias qui recherchent un son de cloche et qui ont tendance à diaboliser ceux qui ne sont pas dans le courant de pensée dominant. Qui d'ailleurs, du coup, eux-mêmes, ça me frappe parce que je regarde ça avec assez d'attention. Les gens qui sont diabolisés par ceux qui tiennent le haut du pavé dans les médias,
deviennent à leur tour extrêmement excessifs dans la défense de leur comment dire, de la pluralité d'opinion. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'entends quelqu'un, un de ces éditorialistes qui sont justement mal vus dans les médias dominants, qui dit oui, ils ont parlé de tel intellectuel de droite en disant on dit de lui, il est complètement fou, c'est comme l'Union soviétique, on enferme les gens dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Je ne vais pas exagérer quand même, je dirais une métaphore, c'est une métaphore, pas à confondre avec l'expression d'une réalité. Donc si le débat se radicalise à ce point-là, franchement, on va vivre dans un air difficile à respirer. Je pense que la condition humaine, quelque chose qui nous distingue des animaux, c'est notre capacité d'évoluer nos opinions et même de faire évoluer nos croyances. Car en fait, si on reste borné sur un point de vue, enfin, j'ai l'impression plus on agit, plus on vieillit, plus on devient ancré, aigri, puis il y a une espèce de enfin, radicalisation presque dans le cerveau si on ne se permet pas de s'aérer, peut-être en lisant des livres comme moi, je suis très intéressé par ça. Et vous avez parlé des médecins. L'idée aussi, et ça c'est quelque chose que je voudrais que vous commentiez, c'est qu'un un médecin doit connaître la médecine, doit connaître enfin, les pathologies, etc. Mais il doit aussi connaître le contexte de l'individu. Et si je regarde aujourd'hui, il y a les fameux Français Derrida, Lacan, qui ont amené, que j'ai étudié quand j'étais à l'université, la décontextualisation. Aujourd'hui, je trouve que ça fait partie de nos problèmes, c'est on analyse des choses hors contexte. Et en étant historien comme vous, si on ne replace pas les choses dans le passé, dans leur contexte, au lieu de les évaluer à travers notre prisme, on peut les évaluer à travers notre prisme, mais de les remettre dans le contexte, pour moi, ça fait partie des rôles des médias de donner ce contexte égal sens à ce qui s'est passé et ce qui se passe. Là, évidemment, je suis particulièrement d'accord avec vous. Je pense que la, la raréfaction et la dégradation de l'enseignement de l'histoire dans notre enseignement secondaire euh, a des conséquences sur le débat public et sur la capacité de chacun à remettre les choses en perspective, donc à les relativiser. C'est déjà arrivé, pas tout à fait, ça n'est jamais déjà arrivé, l'histoire ne se répète pas, mais ce qui arrive aujourd'hui a des raisons. Ça ne nous tombe pas dessus. C'est pas le fait d'une malédiction ou de la méchanceté de tel ou tel régime ou de tel ou tel dirigeant. Les choses ont, ont des raisons et elles ont un pédigré, si je puis dire. Mm. Ne pas avoir les outils pour le comprendre, c'est évidemment devenir un gibier particulièrement facile pour toutes les exaltations, pour toutes les radicalisations. Et donc, le premier enseignement qui devrait être, j'allais dire rétabli, il n'a pas complètement disparu, mais qui devrait être réorganisé, revivifié, c'est l'enseignement de l'histoire, oui. Souvent, dans les années de Trump aux États-Unis, on parlait assez catastrophique, ça n'a jamais été comme ça. Je dis, attendez. Mon arrière-grand-père était sénateur en 1925 et il a écrit un discours, enfin, il a fait un discours dans le Sénat américain en disant que c'est horrible, la gauche et la droite, ils n'ont jamais été plus loin, etc. Et puis avant ça, il y avait un autre moment qui était 1858 jusqu'à 1860. C'était assez divisif. Ça finit très mal. Et on oublie. Si, on Oui, oublie. oui, bien Enfin, sûr, non, mais mais je suis sûr, là, vous parlez encore, vous parlez à des Américains. Je me demande si on faisait comme ça rapidement un sondage, combien de Français savent qu'il y a eu une guerre civile américaine? Qui est quand même pas un élément totalement inutile pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe encore d'ailleurs. absolument. Donc voilà. Mais enfin, l'histoire.
Et on a besoin d'avoir ça. Et quand vous regardez la démocratie, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, n'empêche, qu'aujourd'hui, euh, la politique, les médias avaient un rôle essentiel à l'intérieur de ça. C'est une période de crise pour la démocratie et que les médias doivent jouer un rôle plus important pour garder une démocratie qui est faible et qui n'est pas un garantie de vie. Oui, mais les médias ne peuvent pas suppléer l'absence de vision ou l'absence de caractère de ceux qui font de la politique. C'est quand même un problème, ça. On a aujourd'hui un personnel politique qui est très médiocre. Il est très médiocre, probablement parce qu'il n'a pas de prise sur la réalité. Si vous voulez, quand on voit en France à quoi sert, ou plutôt à quoi ne sert pas le Parlement, à quoi ne sert pas l'Assemblée nationale, on se dit que si on avait 25 ans, on n'aurait pas du tout envie d'aller là. Si on avait 25 ans et envie de faire des choses pour faire bouger un peu la situation, c'est pas au Parlement qu'on irait. Dire la France est continuellement un régime monarchique. Et elle l'est de plus en plus. Or, il se trouve que ça n'est pas faire offense à l'actuel président de la République de dire que quand le général de Gaulle a créé cette constitution monarchique, c'était autour de lui et que le président de la République actuelle n'a pas tout à fait la même dimension, la même pointure que le général de Gaulle, pas plus d'ailleurs que son prédécesseur ou que le prédécesseur de son prédécesseur. La politique aujourd'hui attire des carriéristes médiocres, d'une part. D'autre part, elle est complètement mangée par la communication. La communication, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est poser un problème et essayer de trouver les compromis qui permettent de le faire avancer, d'en faire avancer une solution en tout ou en partie. La communication, c'est ce qui consiste à enfumer les gens et le problème pour faire croire qu'il n'y en a pas. Bon, à partir de là, tous les médias du monde se donneraient-ils la main? Ils n'arriveraient difficilement à changer, en tout cas rapidement, à changer la situation. Que donc ils puissent fournir à leurs lecteurs, qui sont aussi des électeurs, les moyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent, sans doute. Mais pour ce qui est d'aider ceux qui veulent transformer ce monde en tout ou en partie, je pense que les médias sont quelque peu désarmés. Ce que vous dites, en fait, ça me fait penser à l'expression en français de la com, faire de la com. Oui, c'est ça. Et Ouais. ça, c'est la Oui, politique. dans la com. Or, ça devrait être plus de la conversation, car Hum. en fait, il y a toujours plusieurs côtés à animer. J'ai deux dernières questions pour vous, Philippe. Le premier, c'est que on a parlé aussi de le modèle économique, parce que, enfin, et là-dedans, c'est un clin d'œil à l'histoire du BADA. Parce que j'ai dû, Ah, le parce Bada, que, c'est un truc amusant, c'est parce que bon, je suis rentré dans la presse tout à fait par hasard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je venais de me fâcher avec la ministre de la Recherche, et donc j'étais au chômage. Et il se trouve que Jean-François Revel, intellectuel bien connu en France et aux États-Unis, et même d'ailleurs dans d'autres endroits du monde, euh, Jean-François Revel dirigeait cet hebdomadaire, l'Express, et il cherchait quelqu'un pour faire des critiques de livres d'histoire et de sciences humaines. C'était ma partie. On m'a présenté à lui, j'ai fait une ou deux critiques. Ça lui a plu, le ton lui a plu, et du coup, il m'a invité à déjeuner et il m'a dit bon, bah, écoutez, moi j'ai besoin de gens comme vous pour redresser ce journal. Est-ce que vous accepteriez de rentrer au journal? J'ai tout de suite accepté et j'en suis fort heureux. J'ai beaucoup aimé travailler avec cet homme. Euh, et il se trouve qu'il a publié ses mémoires, Le voleur dans la maison vide, et plusieurs personnes lui ont fait observer qu'il y avait certains aspects qu'il n'avait pas conservés. Et donc, il a publié un bada. Et pourquoi un bada? Parce qu'il était marseillais et qu'à Marseille, il est d'usage que le marchand de glace auquel s'adressent les enfants leur offre un supplément qu'on appelle le bada chaque fois qu'ils achètent un cornet de glace. Donc moi, j'ai créé des suppléments au Nouvel Esprit Public. Euh, un premier supplément, c'était au moment fort de la pandémie, où comme j'ai 20% d'auditeurs qui vivent à l'étranger, je leur demandais de raconter comment ça se passait chez eux. Et puis maintenant, un bada culturel, où je demande à des gens qui ont une activité
dans le domaine de l'écriture, de raconter leur vie. Ça prend aussi bien un danseur étoile que des scénaristes, que des gens qui ont restauré un château Renaissance, qu'une agent, un impresario d'actrices, d'acteurs, etc. Enfin voilà, c'est traductrice. J'ai récemment fait un bada en 2 épisodes passionnants avec Sarah Vermand, qui est la traductrice du romancier que je considère comme un des plus grands romanciers américains contemporains, sinon le plus grand, qui s'appelle Philippe Meyer, malheureusement pour lui, ou bon, j'en sais rien, mais enfin plutôt pour moi. Et puis, elle est aussi la traductrice d'un romancier canadien, celui-là, Michael Christie, qui a publié un livre en français, ça s'appelle Lorsque le dernier arbre, ce qui n'est pas la traduction du titre anglais. C'est un très remarquable roman, une sorte de thriller écologico-politique, très très bien. Enfin bref, donc elle nous a expliqué ce que c'était que la traduction pour elle, qui est aussi actrice. Ça a été très intéressant. Donc ces BADA, ces suppléments, nous permettent d'aller un peu plus loin dans certaines directions. Et génial, j'adore comment vous racontez ça. Et pour vous donner mon angle d'anglo-américain, c'est que vous avez fait maintenant plus de centaines de badass qui va vers badass. Un badass. S'il y avait juste un S de plus, vous serez un badass, Philippe. Oui, on Euh, échapperait à ça. Oui. je voulais juste vous parler de ça aussi. Mais dernière question. Vous avez parlé de la chanson, vous avez touché à plein d'arts euh, et vous avez une musique tout à fait extraordinaire pour ouvrir euh, le nouvel esprit public de Dvorak. Pouvez nous racontez-nous votre choix de cette musique. Alors, c'est un mouvement d'un trio de Dvorak, trio piano, violon, violoncelle, donc un trio tchèque. Enfin, le trio est français, le compositeur est tchèque. Joueur, oui. Euh, et il est l'un des compositeurs qui, au 19e siècle et au début du 20e, se sont inspirés des mélodies populaires ou des danses populaires. Lui, en l'occurrence, là, ce sont des danses qu'on appelle les danses Dumka ou Dumki, parce que je ne sais Dumki. pas très bien quel est le pluriel en tchèque. Euh, et donc, il a écrit 6 danses Dumki. Euh, qui sont là interprétés par le trio Wanderer, qui est maintenant un trio connu dans le monde entier, récompensé, apprécié, demandé dans le monde entier, mais que moi j'ai connu quand ils étaient au conservatoire à Paris et qui n'avaient pas d'ailleurs encore formé leur trio. Et c'est une aventure d'amitié avec eux depuis 35 ans. C'est le premier disque qu'ils ont fait, c'était celui-là. Ils n'étaient pas dans cette formation, d'ailleurs, parce que le violoniste a changé entre-temps, mais le premier disque qu'ils ont fait comportait ces trios qui sont très agréables, évidemment, et très dansants, puisqu'ils sont composés à partir de danse. Et j'ai trouvé que ça faisait un générique très agréable. Et il se trouve que je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé, c'est un générique qui a été adopté par les auditeurs. Et j'ai eu, après, je crois, une dizaine d'années d'émissions à France Culture avec ce générique. J'ai eu le mauvais réflexe de dire, oh bon, peut-être changer un peu, cette idée qu'on a qu'il faut toujours changer. Bon. Et j'ai mis autre chose. Je me suis fait Fagué. agoniser d'injures par les auditeurs qui ont dit, non mais ça va pas, non mais vous croyez où? C'est à nous, ce machin-là, Vous me rendez-nous. privez. Donc ça va, c'est rendu, c'est rendu. Voilà, c'est aussi une histoire d'amitié d'ailleurs, puisque avec le trio Wanderer, donc il y a beaucoup d'histoires d'amitié autour de ma propre histoire et autour de l'histoire du Nouvel Esprit Public. Je m'en doutais. Et ça me fait penser il y a un point dans cette musique où il y a une pause. Et Oui, ensuite, cette pause, pregnant pause, vous oui. permet de vous introduire. C'est juste un plaisir de vous écouter. Merci d'avoir alloué Non, ce ben, temps. merci d'avoir pris le temps Comment est-ce de me faire que parler de moi, qui est un sujet sur lequel je suis toujours prompt à m'étendre, mais surtout merci de faire connaître ce podcast, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y trouveront ce qu'ils n'arrivent pas, qu'ils cherchent sans arriver à le trouver ailleurs. Donc voilà, merci on beaucoup. va essayer de faire un peu de pub pour trouver votre podcast, vous suivre, Philippe. Et puis éventuellement, si ceux qui sont convertis peuvent allouer une partie de leurs revenus pour vous, ce serait où? Alors, tout ça se trouve sur notre site, c'est très simple, le nouvel esprit public sans séparation, lenouvelespritpublic.fr. Et là, vous trouvez tout, vous trouvez le lien pour écouter les émissions, le lien pour écouter les BADA, le lien pour financer l'émission, l'avantage étant que les Français sont
profite d'une réduction fiscale, 66% quand même, de la somme qu'il nous donne. Et puis alors on trouve aussi des innovations récentes, comme par exemple le compendium, le compte-rendu analytique de chaque émission. C'est-à-dire que nous sommes le seul podcast qui puisse se lire et s'écouter. Et on trouve une fenêtre de recherche qui permet, si vous voulez savoir, donc ça fait maintenant 4 ans et plus de 200 émissions, si vous voulez savoir ce que nous avons dit à propos de l'Allemagne, maintenant que la chancelière est en train de partir, ben vous tapez Allemagne dans la fenêtre de recherche et vous voyez arriver toutes les émissions thématiques ou non que nous avons, dans lesquelles nous avons parlé de l'Allemagne. Et puis, il y a aussi la liste des thématiques, puisque 15 fois par an, 15 semaines par an, au lieu de faire une émission de commentaires de l'actualité, nous faisons une émission autour d'un thème qui est dans l'actualité, mais pas dans l'actualité chaude. Et je dirais que cet été, on a fait beaucoup de choses sur des pays et on a eu le nez plutôt creux, puisqu'on avait fait quelque chose sur la zone Indo-Pacifique où on s'agite beaucoup maintenant, quelque chose sur Taïwan où on s'agite pas moins, quelque chose sur le Nigeria. Bref, nous essayons d'alterner les sujets, encore une fois, dans l'actualité, mais je dirais tièdes, et les sujets chauds, c'est-à-dire ceux de l'actualité de la semaine. Le nouvel esprit public, sans séparation.fr. Philippe Meyer, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.